Ahmed glisse 50 grammes de cannabis dans son sac Nike avant de partir au collège. 15 ans, quartier nord de Marseille, octobre 2024. Dans 3 heures, il aura gagné l'équivalent du salaire journalier de son père ouvrier. Dans 6 mois, statistiquement, il risque d'être mort. Car cette génération d'adolescents français manie désormais les armes avec une froideur que les magistrats n'avaient jamais observée. Le nombre de mineurs poursuivis pour meurtre a doublé en 6 ans, arme entre ses mains tremblantes. Dans les ruelles de Marseille, l'enfance s'évapore au contact du métal froid. Nous sommes en octobre 2024 et pour la première fois dans l'histoire criminelle française récente, un garçon de cet âge vient d'être écroué pour assassinat en bande organisée. Cette image, aussi choquante soit-elle, n'est plus une exception dans le paysage criminel hexagonal. Que s'est-il passé pour qu'un collégien préfère vendre de la drogue plutôt que d'aller en cours ? En 6 ans, tout a basculé dans les rues de France. Depuis 2016, un cancer d'une ampleur inédite secoue les fondements de notre société. L'ultra-rajeunissement du crime organisé. Les chiffres du ministère de l'Intérieur sont sans appel. Le nombre de mineurs mis en cause pour homicide a été multiplié par 3,5 entre 2016 et 2020. 24, passant de 34 à 119 cas annuels. Derrière ces statistiques se cachent des destins brisés, des familles détruites et une société qui peine à comprendre cette mutation criminelle. Dans les années 2000, un dealer moyen avait 25 ans. Il gérait son territoire avec une relative discrétion, évitait la violence gratuite et respectait certains codes non écrits. Aujourd'hui, ce même territoire est contrôlé par des adolescents de 16 ans qui n'hésitent pas à dégainer une arme à feu pour un regard de travers. Cette évolution n'est pas le fruit du hasard. Derrière cette dérive, une stratégie cynique des organisations criminelles qui ont découvert dans la jeunesse française une ressource inépuisable et juridiquement protégée. Les réseaux criminels ont trouvé leur faille dans le système. Exploitant les principes de l'ordonnance de 1945 sur la justice des mineurs, ils recrutent massivement des adolescents, sachant que ceux-ci risquent peu face à la justice. Cette ordonnance, créée pour protéger les enfants de l'après-guerre, garantit que tout mineur bénéficie de la présomption d'éducabilité. Les dealers l'ont transformé en bouclier juridique. Un mineur de 14 ans interpellé avec 2 kg de cannabis sera généralement remis en liberté dans les 48 heures, quand un adulte dans la même situation encourt plusieurs années de prison ferme. La France de 2024 compte près de 10 000 mineurs impliqués dans les trafics de stupéfiants. Ce chiffre, révélé par les services de police, ne représente que la partie émergée de l'iceberg, car derrière chaque interpellation se cachent 10 autres jeunes qui gravitent autour de ces réseaux sans être directement inquiétés. L'économie souterraine de la drogue est devenue, dans certains quartiers, la principale source d'emploi pour une jeunesse déscolarisée et désœuvrée. Tout commence dans les cités des années 90, quand les premiers grands frères du deal découvrent le potentiel des plus jeunes. À cette époque, utiliser un mineur reste exceptionnel, réservé aux situations d'urgence ou aux périodes de forte répression policière. Les codes du quartier protègent encore l'enfance. On ne touche pas aux moins de 16 ans, on respecte les horaires scolaires, on évite de dealer devant les écoles. Cette époque révolue a basculé avec l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux. Snapchat, Telegram, Instagram deviennent les nouveaux territoires de recrutement. Des annonces anonymes proposent des jobs bien rémunérés à des adolescents en quête d'argent de poche. Garde un sac pendant 2 heures, 100 € garantie. Livraison express, aucun risque. Derrière ces messages apparemment anodins se cachent les premiers échelons d'un système criminel sophistiqué qui va progressivement happer ces jeunes dans un engrenage mortel. Nicolas Pris, président de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, constate que le recrutement de mineurs via Internet et les réseaux sociaux pour des actes de plus en plus violents constitue la nouveauté la plus préoccupante de ces dernières années. Les plateformes de messagerie chiffrée permettent aux recruteurs d'opérer dans l'anonymat total, rendant les investigations policières extrêmement complexes. Ces dealers de 15 ans maîtrisent mieux la technologie que les policiers qui les traquent. Karim avait 13 ans quand sa vie a basculé. Fils unique d'une mère célibataire aide-soignante, il grandit dans un environnement familial stable mais précaire financièrement. Excellent élève jusqu'en 5e, il commence à décrocher quand ses parents divorcent. C'est à ce moment-là qu'il reçoit son premier message sur Snapchat. « Tu veux te faire 50 € rapidement ?» L'expéditeur, qu'il ne connaît pas,
lui propose de surveiller l'entrée d'un immeuble pendant 1 heure. Mission accomplie sans problème. Rémunération immédiate en liquide. 6 mois plus tard, Karim n'est plus le même enfant. Déscolarisé, il gagne désormais 200 € par semaine en servant de guetteur pour un point de deal local. Ses journées commencent à 7 h du matin et se terminent à minuit. Il a appris les codes du milieu. Comment repérer un policier en civil, comment cacher la marchandise, comment utiliser un talkie-walkie crypté. Surtout, il a découvert un monde où l'argent coule à flot, où le respect se gagne par la violence et où la mort peut survenir à chaque coin de rue. L'ascension dans la hiérarchie criminelle suit un schéma implacable. Du simple guetteur, le mineur passe au statut de nourrice, celui qui stocke la drogue. Puis il devient charbonneur, vendeur de rue, en contact direct avec la clientèle. Chaque promotion s'accompagne d'une augmentation de salaire et de responsabilité, mais aussi d'une exposition accrue au risque. Car dans ce milieu, la violence n'est pas un accident, elle est le mode de régulation principal. Les armes font leur apparition naturellement dans ce processus. D'abord, un simple couteau pour se défendre, puis un pistolet au cas où. Paris enregistre une augmentation de 500 armes blanches saisies en 1 an, passant de 6 000 à 6 500 entre 2023 et 2024. Ces chiffres ne reflètent qu'une infime partie de l'armement réel circulant dans les mains de ces adolescents. Aux Antilles, la situation est encore plus alarmante. 40 000 armes à feu circulaient en Guadeloupe pour 410 000 habitants, soit 1 arme pour 10 résidents. L'innovation criminelle de cette génération réside dans sa capacité d'adaptation technologique. Contrairement à leurs aînés qui opéraient sur des territoires fixes et connus, ces nouveaux dealers exploitent la mobilité et la connectivité. Ils livrent à domicile via des applications dédiées, utilisent des crypto-monnaies pour certaines transactions et changent régulièrement d'identité numérique pour échapper aux surveillances. Cette professionnalisation précoce fait d'eux des criminels redoutablement efficaces avant même leur majorité. Aucun territoire français n'est épargné par cette escalade. Des petites villes de province aux territoires ultramarins, l'expansion de ces réseaux juvéniles suit la logique implacable du marché. Là où il y a une demande de stupéfiants, des adolescents apparaissent pour l'alimenter, souvent téléguidés depuis les grandes métropoles par des organisations qui ont industrialisé le recrutement et l'exploitation de mineurs. Le cas des Antilles illustre parfaitement cette expansion géographique. En Guyane et aux Antilles, l'afflux massif d'armes de guerre américaines, combiné à la pauvreté endémique de certains quartiers, a créé un cocktail explosif. Des enfants de 13 ou 14 ans y manient des pistolets automatiques avec une aisance que les magistrats locaux disent n'avoir jamais vue ailleurs. Cette militarisation de la délinquance juvénile transforme chaque règlement de compte en véritable bataille urbaine. L'invasion du système éducatif constitue un autre front de cette guerre invisible. Des établissements scolaires de zones sensibles voient leurs abords transformés en points de deal, leurs élèves harcelés par des recruteurs et leurs professeurs menacés s'ils tentent d'intervenir. Environ 89 000 adolescents quittent chaque année le système scolaire sans diplôme, alimentant directement le vivier de recrutement des organisations criminelles. Cette hémorragie éducative représente un échec social majeur dont les conséquences se mesurent en vies humaines. L'argent reste le moteur principal de cette mécanique infernale. Un collégien dealer peut gagner en 81 mois l'équivalent d'un SMIC, sans formation ni contrainte horaire. Cette perspective financière, dans des familles où les parents peinent à boucler les fins de mois, exerce une attraction irrésistible sur des adolescents en quête de reconnaissance sociale. Les signes extérieurs de richesse, vêtements de marque, scooters dernier cri, liasses de billets, deviennent des symboles de réussite dans un environnement où les modèles positifs se font rares. Mais l'argent n'explique pas tout. Ces jeunes recherchent aussi un sentiment d'appartenance, une identité forte dans une société qui semble les avoir oubliés. Le réseau criminel leur offre une famille de substitution, des règles claires et une hiérarchie où l'avancement dépend de leur performance. Cette dimension psychologique explique pourquoi même les fils de bourgeois succombent à l'attraction de ces réseaux. Ils ne cherchent pas l'argent, mais la reconnaissance et l'adrénaline. Fayed avait 10 ans. Hildesag rentrait de l'école, assis dans la voiture de son oncle à Nîmes. Une balle perdue l'a tué en août 2023. Son cartable était encore sur ses genoux. Sa mort illustre tragiquement comment cette violence déborde désormais du cadre des règlements de compte pour frapper aveuglément la population civile.
Les autorités recensent 110 morts et 341 blessés liés aux violences du narcotrafic en 2024. Chiffre en léger recul par rapport à 2023, mais qui reste dramatiquement élevé. Face à cette hécatombe, les pouvoirs publics multiplient les initiatives. Le Code de la justice pénale des mineurs, entré en vigueur en 2021, vise à accélérer les procédures judiciaires. Des centres éducatifs fermés sont créés pour proposer une alternative à l'incarcération. Le programme Limits, limiter l'implication des mineurs dans les trafics de stupéfiants, finance des projets de prévention innovants dans plusieurs villes pilotes. Mais ces mesures, bien que nécessaires, peinent à enrayer une mécanique qui s'est emballée. La réponse policière s'intensifie également. Plus d'1 millier de points de deal ont été supprimés depuis 2021, selon le ministère de l'Intérieur. Les saisies de drogue explosent, 53,5 tonnes de cocaïne interceptées en 2024, soit 130% de plus qu'en 2023. Des unités spécialisées sont déployées dans les établissements scolaires pour lutter contre le port d'armes. Marseille dispose désormais d'une cellule dédiée au narcobanditisme pour coordonner la lutte contre ces nouveaux réseaux. Cependant, cette guerre contre les trafics révèle ses limites. Chaque point de deal fermé rouvre ailleurs, souvent tenu par de nouveaux mineurs recrutés en urgence. L'hydre criminel repousse ses têtes plus vite que les forces de l'ordre ne les coupent. Cette situation soulève une question fondamentale. Peut-on gagner cette bataille par la seule répression ? Ou faut-il repenser entièrement notre approche de la prévention ? Dylan, 16 ans, illustre la complexité de cette problématique. Interpellé pour la 5e fois en 6 mois pour trafic de cannabis, il enchaîne les mesures éducatives sans jamais rompre avec le milieu. Sa conseillère d'insertion déplore qu'il gagne plus en 1 semaine de deal qu'en 6 mois de stage. Comment voulez-vous qu'il choisisse ? Cette réalité économique met en lumière l'inadéquation de certaines réponses institutionnelles face à la puissance d'attraction financière des trafics. La dimension familiale de cette mutation mérite une attention particulière. De nombreux parents découvrent avec stupeur l'implication de leur enfant dans des activités criminelles. Certains tentent de réagir en le changeant d'établissement scolaire ou de quartier. D'autres se retrouvent complètement dépassés par une situation qui leur échappe. Les réseaux exploitent ces faillites éducatives en proposant aux mineurs un cadre strict que la famille n'arrive plus à imposer. Les mineurs isolés étrangers constituent une population particulièrement vulnérable. Sans famille ni attache, souvent sans statut légal stable, ils deviennent des proies faciles pour les recruteurs. L'affaire du jeune blessé par balle à Grenoble en 2025, mineur placé en foyer et coutumier des fugues, illustre cette instrumentalisation cynique de la détresse sociale. Ces adolescents, venus en France avec l'espoir d'une vie meilleure, se retrouvent aspirés dans un système qui les broie impitoyablement. La géopolitique du crime organisé se redessine autour de cette ressource juvénile. Les cartels sud-américains, les mafias italiennes et les organisations criminelles d'Europe de l'Est observent avec intérêt cette évolution française. Certains experts craignent une exportation de ce modèle vers d'autres pays européens, transformant l'Hexagone en laboratoire de la criminalité juvénile organisée. Cette dimension internationale complique encore la lutte contre une dérive qui transcende les frontières. L'impact psychologique sur ces jeunes pose des questions vertigineuses. Exposés quotidiennement à la violence, habitués à manipuler des sommes d'argent considérables et des armes létales, comment peuvent-ils ensuite se réinsérer dans une société normale ? Les psychiatres spécialisés alertent sur l'émergence d'une génération potentiellement irrécupérable, marquée à vie par cette expérience criminelle précoce. Le procureur de Marseille évoquait en 2024 ces adolescents qui ôtent la vie d'autrui sans aucun remords, témoignage glaçant d'une dérive générationnelle sans précédent. Les réseaux sociaux amplifient cette désensibilisation. Des vidéos de rixes sanglantes, d'armes exhibées et d'argent facile circulent massivement sur Snapchat et TikTok, normalisant la violence aux yeux d'une jeunesse en mal de repère. Cette pornographie de la violence, accessible d'un simple clic, façonne l'imaginaire de milliers d'adolescents qui grandissent en pensant que tuer ou mourir fait partie du jeu normal de l'existence. Les magistrats spécialisés tirent la sonnette d'alarme.
le nombre de mineurs poursuivis pour meurtre, assassinat ou violences aggravées a presque doublé entre 2017 et 2023, passant de 1207 à 2095 adolescents concernés. L'année 2022 a même enregistré 42 homicides commis par des mineurs, un record historique qui témoigne de l'ampleur de cette dérive. Comment une société moderne peut-elle accepter que ses enfants s'entretuent ? Au-delà des statistiques, ce sont des destins individuels qui basculent. Chaque mineur happé par ces réseaux représente un échec collectif, une faille dans notre système de protection de l'enfance. Certains spécialistes estiment qu'il faudra une génération entière pour réparer les dégâts causés par cette crise, à condition que la société française trouve rapidement les moyens d'inverser cette tendance mortifère. L'innovation judiciaire tente de s'adapter à cette nouvelle réalité. La création d'un parquet national spécialisé dans la criminalité organisée en juin 2025 vise à mieux coordonner les poursuites contre les réseaux structurés. Des techniques d'enquête innovantes, écoute, surveillance, infiltration, sont déployées pour démanteler ces organisations qui utilisent des mineurs comme boucliers humains. Mais cette course technologique entre enquêteurs et criminels semble sans fin. La société civile commence également à se mobiliser. Des associations de quartier organisent des maraudes nocturnes pour récupérer les jeunes guetteurs et les ramener chez leurs parents. Des clubs de sport proposent des créneaux spéciaux pour occuper les adolescents tentés par le deal. Des entreprises locales s'engagent dans des programmes d'apprentissage pour offrir des alternatives concrètes à l'économie souterraine. Ces initiatives, bien que louables, restent largement insuffisantes face à l'ampleur du défi. Pourtant, des signaux encourageants émergent. Certaines villes pilotes du programme Limits observent une baisse significative du recrutement de mineurs par les réseaux criminels grâce à des actions de prévention innovantes. À Creil, l'organisation de concerts de quartier et d'ateliers culturels a permis de réoccuper l'espace public et d'offrir des activités positives aux jeunes. À Chenôve, des chantiers éducatifs réunissant parents et adolescents contribuent à retisser le lien familial distendu. Cette génération sans peur pourrait-elle devenir une génération sans espoir ? La réponse dépend entièrement de notre capacité collective à transformer l'indignation en action, les constats en solutions et la fatalité en volonté de changement. L'avenir de milliers d'adolescents français et peut-être de notre cohésion sociale se joue maintenant.